Suite au rapport publié par l'ONU sur le bombardement de Bounti qui a fait état de plusieurs victimes, la ministre française des Armées Florence Parly rejette le rapport de la MINUSMA. On en parle dans ce journal. Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. La ministre française des Armées, Florence Parly, a atterri sur le sol malien le mercredi 30 mars 2021. Après que l'ONU ait rédigé un rapport qui met en cause l'armée française à travers la force Barkhane dans la frappe de Bounti, la ministre française a prononcé dans son discours que l'ONU n'avait aucune preuve et que les accusations portées aux forces armées françaises ne sont que des témoignages. Le commentaire avec Absetou Sissi. Cette visite de Florence Parly intervient après le rapport de l'ONU qui accuse l'armée française d'avoir tué 19 civils lors d'un raid aérien de Barkhane à Bounti, une accusation démentie par la France. Le jeudi 1er avril 2021, après une rencontre avec le président de la transition Bandao, Florence Parly a déclaré à la presse qu'en Bounti, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel. La ministre des Armées françaises a aussi ajouté qu'il y a une guerre dans le domaine informationnel et que l'ennemi exploite toutes les polémiques possibles. Je ne peux pas admettre que l'honneur de nos soldats puisse ainsi être sali, a déclaré Florence Parly. Le mardi dernier, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a publié son rapport de l'enquête sur les événements de Bounti du 3 janvier 2021. Ce rapport de 36 pages confirme la frappe aérienne de la force française Barkhane sur des civils à Bounti, région de Mopti au Mali. Selon les enquêteurs de l'Organisation des Nations Unies, ONU, au moins 22 personnes, dont 19 civils, ont été tués par cette frappe de l'armée française. Le groupe touché par la frappe était très majoritairement composé de civils, révèle le rapport de l'ONU. À cet effet, la MINUSMA recommande aux autorités maliennes et françaises d'établir les différentes responsabilités et d'octroyer, les cas échéants, une réparation appropriée aux victimes et aux membres de leur famille. Selon le ministère des Armées de la République française, c'est une condition essentielle de la vitalité des valeurs et du respect des principes démocratiques auxquels la France est fermement attachée. Le ministère des Armées maintient avec constance et réaffirme avec force: le 3 janvier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel. Le ministère émet de nombreuses réserves quant à la méthodologie retenue par le rapport. Elle oppose des témoignages locaux non vérifiables et des hypothèses non étayées à une méthode de renseignement robuste des armées françaises encadrée par les exigences du droit international humanitaire, révèle le communiqué de presse du ministère des Armées de la France. Bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est désormais officiel. Le prix du pain de 300 grammes est passé de 300 francs à 250 francs CFA, son prix initial sur toute l'étendue du territoire national. Cet accord est conclu entre le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements et les responsables du cadre de la concertation de la filière pain au Mali à travers la signature d'un protocole signé le mardi 30 mars dernier au département en charge du commerce. À présent, place à la page internationale commentée par Aminata Koumari. Niger, au-delà de la transition démocratique, les enjeux du nouveau gouvernement. Le Niger s'apprête à vivre la première transition démocratique de son histoire. Le président élu Mohamed Bazoum prend officiellement ses fonctions vendredi 2 avril. Succéda à Mahamadou Issoufou, qui avait atteint la limite des 2 mandats réglementaires. Un moment historique pour ce pays qui a connu 4 coups d'État militaires
depuis son indépendance de la France en 1960. Si la Cour constitutionnelle a validé la victoire du candidat du pouvoir avec 55% des suffrages lors du scrutin du 21 février, son rival au second tour, l'ancien président Mahaman Ousmane, a dénoncé des fraudes et de violentes manifestations ont secoué le pays. 2 jours avant la prestation de serment, alors que le calme semblait être revenu, le gouvernement a annoncé qu'une tentative de coup d'État militaire avait été déjouée dans la nuit du 30 mars, conduisant à plusieurs arrestations. Nigeria. Polémique après le départ du président Buhari à Londres pour une raison médicale. Une polémique portée par les principaux leaders d'opposition enflait mercredi 31 mars au Nigeria, au lendemain du départ du président Muhammadu Buhari, 78 ans, à Londres pour des raisons médicales. Alors que le système de santé est défaillant et que des médecins menacent de se mettre en grève. Des voix de nombreuses personnalités s'élevaient mercredi et le hashtag Buhari Mustogo, Buhari doit partir, était partagé sur plusieurs dizaines de milliers de fois sur Twitter pour dénoncer le voyage du chef de l'État de 2 semaines en Grande-Bretagne pour une visite médicale selon son entourage. Covid-19. Cuba lance la vaccination de ses soignants avec son propre sérum. Cuba, qui a fait de la santé et de l'éducation les piliers de son système socialiste, compte 2 candidats vaccins, Soberana 2 et Adbala, en phase 3, la dernière avant approbation finale. Ces vaccins cubains sont en cours d'essai, notamment sur les travailleurs de la santé. À la date du 31 mars, la première dose de Soberana 2 avait été administrée aux 44 000 volontaires à la Havana. Depuis la capitale cubaine, le correspondant de France 24, José Goitia, a suivi cette campagne. L'île aurait produit ce jour 1 million de doses. Les autorités comptent commencer la campagne de vaccination officielle en juin. Mais le temps presse car la pandémie de Covid-19 a mis à mal le tourisme, privant Cuba des devises nécessaires aux importations et de larges queues se sont formées dans toute l'île pour se procurer les produits de base. Le moringa oleifera, est aussi appelé arbre de vie, est utilisé pour ses différentes vertus médicinales et surtout nutritionnelles depuis des décennies par les ONG dans les plans de lutte contre la malnutrition. Pour plus de détails, suivons ce commentaire de Kouroutoum Koulibaly. Moringa oleifera, souvent appelée simplement moringa ou benalier, est l'espèce la plus cultivée du genre moringa de la famille monotypique des Moringaceae. Originaire d'Inde et du Sri Lanka, elle est maintenant acclimatée dans presque toute la région tropicale. Ce petit arbre mellifère à croissance rapide et résistant à la sécheresse peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Beaucoup de programmes humanitaires utilisent les feuilles de moringa oleifera contre la malnutrition et ses maladies associées, cécité pour ne citer que ceci. Il est particulièrement utile pour lutter contre la malnutrition chez les nourrissons et les mères allaitantes. Selon les traditions indiennes, yunanines et ayurvédiques, les feuilles de moringa pourraient guérir plus de 300 maladies. En phytothérapie, la poudre de feuilles de moringa est indiquée pour stimuler le système immunitaire, réduire la fatigue, abaisser la pression artérielle, améliorer la digestion et le transit, renforcer les capacités cognitives. L'écorce, la sève, les racines, les feuilles, les graines et les fleurs sont utilisées depuis des siècles ou milliers d'années par la médecine traditionnelle pour soigner la peau, les maladies respiratoires, les infections dentaires ou ORL, l'hypertension, le diabète, le cancer ou pour purifier l'eau. Autrefois admise, voire même recommandée par la tradition, depuis plus d'une décennie, la mendicité, en l'occurrence celle des jumeaux, est devenue un véritable ennui dans la capitale. De la bonne pratique, elle ne reflète désormais presque plus rien de bon. Que dit la culture malienne sur ce sujet? Assetou Founé Samake et Aboubakar Traoré nous en dit plus dans ce dossier. Nous sommes dans la capitale malienne. Difficile de parcourir 100 à 200 mètres sur les voies publiques sans rencontrer des jumeaux, souvent même des triplés en attente d'aumône. Depuis plus d'une décennie, la culture de faire promener les jumeaux a pris une autre tournure. Au Mali, nous galvaudons tout, nous détruisons tout parce que nous ne comprenons pas le sens profond des choses. D'abord, la naissance des jumeaux dans une famille est une joie. Pourquoi ?
Parce que vous savez que c'est dans les gènes. Une fois que tu as un jumeau ou tu as des jumeaux dans une famille, c'est sûr et certain que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans la génération à venir, il y aura des jumeaux. Donc c'est héréditaire. Ça, c'est un aspect fondamental. Et chez nous, dans la société traditionnelle, le jumeau, on avait le flanisinsin, c'est-à-dire c'est le fétiche protecteur des jumeaux. Et lorsqu'il y avait les jumeaux dans une famille, ce flanisinsin était là, les gens venaient donner des cadeaux aux enfants. C'est exactement comme un enfant est difficile à nourrir. Si toi, tu as, en une seule fois, tu en as 2, tu en as 3, donc les gens viennent t'aider à nourrir la famille. Parce que l'enfant appartient à son père et à sa mère, mais il appartient d'abord à toute la communauté. C'est pourquoi les gens viennent faire des dons aux jumeaux afin qu'ils puissent participer à leur éducation, à leur nourriture, à leur épanouissement. Pour certains citoyens, ces enfants n'ont pas leur place au bord de goudron, car ils risquent leur vie et apprennent la facilité. Ils sont vraiment exposés au risque en réalité, parce que nous-mêmes en tant que chauffeurs, on sait vraiment qu'il y a beaucoup de risques pour les jumeaux qui sont au bord du goudron, et puis les vieilles femmes qui viennent s'asseoir pour commander au bord du goudron. On est chauffeur. On sait souvent on ne peut pas avoir la maîtrise des guidons, on peut avoir un panne, on peut avoir un petit problème. On ne peut plus maîtriser, ils sont au bord du goudron. Souvent, tu vois qu'ils sont entre deux véhicules. Le feu vient seulement et on passe. Tu vois, ça trouve qu'ils sont entre nous. Souvent même, ils crient le danger. Ils sont vraiment en danger au bord du goudron. Ils nous gênent, franchement. Mais si on se prononce sur la question, ils diront qu'ils sont là pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La circulation est compliquée, tout le monde est pressé et ils peuvent être victimes d'accidents. Si les autorités pouvaient aménager un lieu propice pour eux, car tout le monde sait comment ici on donne des sacrifices aux jumeaux. Si la société pense aux dangers auxquels sont confrontés ces enfants, les parents ne restent pas indifférents, mais ils tiennent surtout aux dépenses familiales dont ils sont responsables. Si nous sommes ici, c'est pour avoir de quoi nourrir nos enfants. Déjà, nous sommes en manque de moyens, donc 2 bouches à la fois, c'est pas facile. Moi-même, j'ai des jumeaux. Les premiers ont 6 ans et les derniers 10 ans. Jadis, cette tradition de bon augure est dénaturée avec le temps. En effet, ces traditionnalistes demandent aux uns et aux autres de revenir sur les fondamentaux de notre société. Normalement, on promène les jumeaux parce que la tradition dit que si on ne les promène pas, ils deviennent malades. On est obligé, mais c'est dans les familles voisines. Pour sortir seulement pour dire « Ah, mafla nanaoufou, mafla nanaoufou, mafla nanaoufou ». Et on donne le riz, on donne le mil, on donne ceci, on donne cela. Et on fait cette cuisson pour eux, mais ça se limite à ça. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, on en a fait un GIE. Et il y en a qui vont même prêter les enfants d'autrui pour venir en faire des jumeaux et essayer d'avoir de l'argent. Et en contrepartie, le soir, ils vont payer ce qu'ils doivent faire, la redevance aux parents de l'enfant qu'ils ont emprunté. Et c'est très grave. Il faudrait bien que les autorités y mettent un frein parce que les jeunes l'ont chanté. Puisqu'il y a certaines pratiques chez nous qu'il faut maintenir, c'est vrai, mais qu'il faut canaliser et organiser pour la simple raison que on apprend les enfants à tendre les bras depuis cet âge-là, à commander depuis cet âge-là, on ne leur apprend pas à travailler et c'est très grave pour la société. À mon avis, les autorités doivent trouver un moyen pour que les jumeaux restent à la maison. Ils auront de quoi manger. Entre les agents, ils sont exposés aux dangers. Nous, motocyclistes, on n'est pas à l'aise dans la circulation. La culture est certes sacrée, mais la dénaturer peut avoir des conséquences sur notre société. Pensons à l'avenir de nos enfants au lieu de les exposer aux dangers de la vie. Sport à présent, un arbitre perd presque toutes ses dents après avoir été copieusement battu par des supporters en colère. Suite à cette agression survenue le 28 mars 2021 au Ghana, au cours des matchs de la première division, la CAF a condamné fermement cette agression et a appelé à une enquête approfondie sur cette affaire. Plus de détails dans ce commentaire de Sekou Diarra. Le match entre Mighty Royal et Tanno Bofouangwa qui s'est déroulé le 28 mars
2021 au parc Wamanafo de Dorma dans la région de Bono au Ghana a pris une tournure dramatique et désagréable lorsque des supporters en colère sont descendus sur les officiels du match pour un arbitrage médiocre. Le match qui s'est brusquement terminé par un match nul et vierge a vu l'arbitre net Sunchio Aziz recevoir des coups de la foule. Ils ont été escortés dans leur cabine après avoir subi divers degrés de violence physique et de blessures. Selon l'histoire, les matchs entre ces deux camps ont toujours montré des exemples de violence et d'abus de pouvoir pur et simple. L'équipe locale et ses supporters profitent généralement de cet avantage pour battre les officiels du match ou manipuler intelligemment les matchs en leur faveur. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, a fermement condamné l'agression contre les officiels du match et a appelé à une enquête approfondie sur la question. L'image et l'intégrité du football en Afrique sont très importantes. Cela tient en partie au respect total des officiels de match et du rôle qu'ils jouent dans notre football. Il est important que les officiels de match se sentent complètement protégés et soient libres d'appliquer les lois du jeu de la FIFA, sans crainte ni préjugés. Les rapports en provenance du Ghana où un officiel de match a été agressé sont totalement inacceptables. Ce comportement n'a pas sa place dans notre football et ne peut être toléré. La CAF souhaite aux officiels de match un prompt établissement, a déclaré Mosengo Omba. La CAF est en liaison avec la Fédération de football du Ghana pour obtenir un rapport complet sur ce qui s'est passé. La CAF traite cette question avec le sérieux et l'urgence qu'elle mérite. De plus, la CAF a lancé un appel à toutes les associations membres de la CAF pour s'assurer que les règlements de sûreté et de sécurité de la CAF sont pleinement appliqués dans tous les matchs. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Hondou TV. Bonsoir.